Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30 jusqu'à 12h30. Nous sommes ensemble tous les matins sur Sud Radio, 2 heures. 2 heures de plaisir, 2 heures de partage, 2 heures d'information, d'actualité pour savoir et comprendre, pour découvrir le monde, pour comprendre le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour intervenir, évidemment. Nous allons parler de la réforme des retraites. Le débat est engagé à l'Assemblée. La rue s'essouffle. Les syndicats préparent la manifestation de samedi. Avec nous ce matin, Sébastien Rome, qui est député LFI. Nous allons lui parler, évidemment, de cette réforme des retraites. Nous allons lui parler de la prise de parole d'Adrien Quatennens hier, des profits de Total qui viennent d'être publiés. 19 milliards et demi d'euros de bénéfices en 2022, 33 milliards d'euros d'impôts payés dans le monde. Et puis, à 12h05, je recevrai Éric Ciotti, le président des Républicains. Comment les députés républicains, vont-ils voter la réforme? Combien vont-ils voter la réforme? Nous verrons, parce qu'Aurélien, il y a dissension au sein des Républicains. Aurélien Pradier, le vice-président exécutif du parti, ne veut pas voter la réforme. Que lui dit ce matin le président de son parti, Éric Ciotti? Il sera donc avec nous tout à l'heure. Débat entre 11h et midi. Faut-il radicaliser pour se faire entendre à propos de la réforme des retraites? Ce sera le débat. Est-ce que la radicalisation est indispensable pour se faire entendre? Évidemment, ceux qui veulent se faire entendre, ce sont les adversaires de cette réforme des retraites. Nous allons ouvrir ce débat et vous allez y participer. 0826 300 300. Et puis les agriculteurs qui sont en colère. Il y a des tracteurs dans Paris. Le secrétaire général adjoint de la FNSEA sera avec nous tout à l'heure. Comme tous les jours, dans quel monde vit-on? Avec Félix Mathieu, que nous retrouvons toujours à la même heure. Une info insolite, Félix, ce matin, c'est étonnant. Oui. Le plus vieux chien du monde est âgé de 30 ans. Oui, quand même, il les a eus le 1er février au Portugal et ça fait de Bobby le chien le plus âgé de l'histoire selon le Guinness Book des records. Le précédent record de longévité pour un chien, c'était un chien australien âgé de 25 ans et c'était en 1939. Bobby appartient à une race portugaise de chiens de garde de bétail, comme son lointain prédécesseur australien. D'ailleurs, il porte bien sa trentaine, un fringant vif pour son âge, né en 1992. Donc, il est un miraculé en plus, puisque le père de son actuel propriétaire avait à l'époque tué les autres chiots. Il ne voulait pas les garder quand sa chienne avait mis bas. Mais il avait oublié celui-là, Bobby, caché derrière les bûches. Un chien qui a donc grandi au grand air, sans laisse, sans quasi-liberté, et en mangeant les restes des repas plutôt que des croquettes, une nourriture humaine qui aurait pu aussi contribuer à plus que doubler donc son espérance de vie. 30 ans. Bobby. Oui. Il est 10h33, Bobby, qui n'est pas à la retraite. Enfin, qui est à la retraite depuis toujours. Oui, voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Il est 10h33. Merci d'être avec nous. À propos de retraite, évidemment, la réforme. Sébastien Rome est avec nous en direct, député LFI, la France Insoumise de l'Hérault. Bonjour, Sébastien Rome. Bonjour. Merci. Motion de censure repoussée, amendement par milliers, beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale, présence renforcée dans les manifestations. Vous faites tout pour contester la réforme des retraites dans et hors Assemblée nationale. Les débats avancent peu. Il y a tellement d'amendements, notamment les vôtres, que le débat n'ira pas au bout. Hein, Sébastien Rome, ça n'ira pas au bout. Est-ce que ça va aller au bout? Ça, c'est dans les mains du gouvernement. En fait, ce que l'on voit là, aujourd'hui, depuis, on a commencé les débats lundi soir. Oui. Parce que l'après-midi était concerné les motions de censure. Donc, on a eu la séance de lundi soir, on a eu la séance d'après-question du gouvernement et de mardi soir. En fait, pour l'instant, on a eu réellement 2 séances où on a pu étudier le fond de cette affaire. Donc, le gouvernement est en train de réduire le temps de discussion. On le sait avec son 49-7, mais aussi il a refusé de repousser la niche PS qui est demain. Donc ça fait une journée entière où on aurait pu parler des retraites, on ne va pas en parler. Il aurait pu ouvrir ce week-end, il va laisser fermer l'Assemblée nationale, encore 2 jours de perdu. Non, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est le gouvernement qui ne veut pas parler du fond de l'affaire. Il ne veut pas qu'on vienne discuter avec lui de cette réforme que 80% des Français rejettent, 93% des actifs. Sébastien Rome, reconnaissez quand même que le nombre d'amendements déposés
par la France insoumise majoritairement, repousse les débats. Vous le reconnaissez. Volontairement. Bien sûr. Si l'on examinait tous les amendements, Sébastien Rome, si l'on prenait le temps d'examiner tous les amendements de la France insoumise, combien de temps faudrait-il pour examiner cette réforme ? Monsieur Bourdin, en 1906, l'Assemblée nationale s'est posé la question des retraites. Oui. Eh bien, cela a duré pendant 5 mois. 3 jours, toutes les semaines, pendant 5 mois. Est-ce qu'on n'est pas capable d'organiser un débat sur plusieurs mois sur une réforme qui va impacter autant de personnes sur 2 ans ? On peut prendre, je pense, plusieurs mois, 3 mois, par exemple, à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter d'une réforme qui va impacter les gens pour 2 ans de leur vie. Bien, Sébastien Rome, manifestation, moins de monde dans les manifestations hier mardi, manifestation samedi prochain, les représentants syndicaux, les patrons des centrales syndicales appellent à une grande mobilisation. Vous appelez vous aussi à une grande mobilisation, j'imagine, vous y serez. Bien évidemment, on y sera. Mais le fait marquant quand même, oui, alors, oui, peut-être qu'il y a un peu moins de... Non, pas peut-être, c'est la réalité, oui. Là, c'est la réalité parce que pour aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit salaire se mettre en grève, c'est difficile. Bien sûr. Cette manifestation de samedi, justement, elle est là pour que tout le monde puisse se mobiliser. Et moi, ce que je remarque quand même, il y a une lame de fond dans le pays. Ce sont toutes les petites villes qui se sont manifestées à des taux vraiment assez incroyables. On a 4500 personnes à 7 pour une ville de 43 000 habitants. À Alès, 7000 personnes pour 40 000 habitants. Même des petites villes de ma circonscription, comme l'Odève, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour manifester contre cette réforme. Est-ce que vous appelez à des grèves plus dures, plus massives et plus nombreuses ? Ah, mais je crois que de toute façon, cette réforme, nous ne pourrons la repousser qu'avec l'aide, effectivement, des personnes qui sont les plus impactées par... Alors, est-ce que je vous repose la question ? Le fait de repousser de 2 ans. Oui, je vous repose la question, Sébastien Rome. Est-ce que vous appelez à des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses ? Mais ça, ce sont les décisions que prendront les travailleurs et les travailleuses. Vous le souhaitez ? Alors, bon, c'est pas vous qui allez prendre la décision. Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous le souhaitez ? Ah, je souhaite que tout soit fait pour pouvoir faire tomber cette réforme. Tout, c'est-à-dire, Sébastien Rome. Jusqu'où tout ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir un rapport de force qui montre le refus total. Il y a 93% des actifs est contre cette réforme. Le gouvernement ne l'entend pas. Donc, nécessairement, et je crois qu'il va falloir le dire beaucoup plus fort pour que le gouvernement puisse l'entendre. Mais que faudrait-il faire pour que le gouvernement puisse l'entendre? Parce que pour l'instant, il ne vous écoute pas, il ne vous entend pas. Il regarde ce qui se passe, mais il ne vous entend pas. Mais je crois que la manifestation de samedi va être importante dans la suite du mouvement. Et à partir de ce moment-là, les organisations syndicales vont prendre leurs responsabilités et ce seront à elles de voir si, eh bien, il faut des grèves reconductibles, s'il faut faire une semaine blackout. Voilà, ce sont des choses auxquelles... C'est-à-dire blackout C'est-à-dire, c'est comme ça peut exister en Angleterre actuellement. Voilà, c'est des réflexions que mènent actuellement les syndicats. Et je rappelle que quand même 60% des Français ne sont finalement pas contre un blocage, parce qu'ils voient bien que le rapport de force, ils ne sont pas entendus dans ce rapport de force-là actuellement. Donc il va falloir, peut-être montrer que réellement il y a un mécontentement qui est fort. Alors, Sébastien Rome, dans les petites villes. Bon, Sébastien Rome, j'ai 2 questions encore. Je voudrais vous parler aussi des profits de Total dans un instant, mais prenons Olivier qui est à Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Je vous en prie Olivier, c'est normal, chacun a le droit à la parole ici avec moi. Olivier, que dites-vous? Vous êtes partisan de la France insoumise, disons clairement les choses Olivier, et vous allez aller manifester une nouvelle fois samedi? Moi je vais manifester. Alors je suis d'abord partisan de justice sociale en fait. Moi je trouve que vous posiez la question de l'obstruction et du temps pour débattre.
Moi, je crois qu'on peut poser la question de la rapidité avec laquelle ils viennent nous voler notre retraite aussi. Elle se pose sérieusement. On a quand même affaire à des gens qui font les plateaux télé. Je pense à Dussault et à Véran, qui disent exactement le contraire de ce qu'ils disaient quand ils étaient socialistes. Et ces gens ne sont pas crédibles, quoi. Par contre, on voit bien les hommes politiques qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit, on les retrouve dans tous les partis, Olivier. Parenthèse refermée. Oui, on les retrouve dans tous les partis, mais enfin, on parenthèse doit dire refermée. Mais bon. Non, mais vous avez raison, Monsieur Bourdin. Par contre, on voit bien que la Macronie exemplaire devient exemplaire en termes d'hommes politiques qui disent le contraire, pour le coup. Hein. Alors après, peut-être qu'elle n'aurait pas dû avoir autant de socialistes en son sein, mais bon, c'est un autre débat, vous avez raison. Oui. Pour en revenir à nos moutons, voilà, on veut nous pousser vers les fonds de pension. Tout le monde a bien compris qu'il n'y avait pas de problème de déficit pour la retraite et qu'au contraire, on avait que c'était excédentaire. On a bien vu ce que ce gouvernement est capable de donner aux entreprises du CAC 40, hein, c'est chiffré. Donc on voit bien à un moment donné qu'on veut nous faire crever au boulot pour gaver une minorité. Et moi, sur le principe, je suis pas d'accord. Donc oui, on va aller dans la rue, et pendant que nos députés font leur travail à l'Assemblée nationale, parce qu'un député, c'est là pour poser des amendements, pendant qu'ils font leur boulot à l'Assemblée nationale, nous, on va faire notre boulot dans la rue, parce que la retraite, les vacances, tout ce qu'on a socialement, ça vient de la rue. Malheureusement, on n'a pas du jour au lendemain un politique qui se lève et qui dit « Ah bah tiens, si on donnait des droits aux gens ». Non, les droits, on va les chercher dans la rue, c'est triste, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais alors que faut-il faire? C'est notre histoire de France. Hein. Oui, mais dans la rue, vous manifestez, il y a eu beaucoup de monde lors des 2 premières manifestations, un peu moins hier, mais samedi, le rendez-vous sera très important. Olivier, bon, imaginez un rassemblement très important samedi, et après après, on va continuer. Figurez-vous que la grève, elle va finir par coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils veulent économiser. Donc, à un moment donné... Mais coûter à qui, la grève? Attendez, nous, on est citoyens, on n'a pas le choix. Voilà, on est en train de se battre pour pouvoir ne pas mourir au travail. Voilà, il y a plein de gens qui font des travaux pénibles. Allez expliquer à un égoutier qui a 17 ans d'espérance de vie de moins qu'il faut qu'il travaille 2 ans en plus. Allez expliquer ça à tous les gens qui sont dans la pénibilité pendant que Monsieur Larcher, lui, veut pas toucher à son système de retraite et se gave à la cantine. À un moment donné, c'est compliqué que les gens qui nous disent de nous serrer la ceinture ont adopté la bretelle depuis un bon moment. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les régimes spéciaux, on voit bien que on les critique quand ça les arrange. Ça dérange personne. Moi, je trouve ça très bien. Non, mais par exemple. Ce que je ne comprends pas très bien, pardon, puisque vous parlez des régimes spéciaux, c'est que quand on est, comme vous, un partisan de l'égalité, je ne comprends pas très bien que vous défendiez les régimes spéciaux. Ah, mais moi, je défends les régimes spéciaux, et je vais vous dire, je défends la pénibilité, je défends même les régimes spéciaux de la police. Pénibilité normale. La police travail pénible, 54 ans. Moi, je trouve ça normal. Moi, je tire pas vers le bas, je tire vers le haut. Je trouve pas normal à un moment donné qu'on oppose public et privé, alors qu'il y a à un moment donné on prend le cas de la SNCF. Il y a des travaux pénibles à la SNCF. Pourquoi on les traiterait de privilégiés, les cheminots? Non, c'est pas le souci, c'est pas ça. Les fonctionnaires ne sont pas privilégiés. Le problème, c'est les gens qui travaillent et qui, avec un SMIG, sont obligés de faire des chantiers le week-end pour pouvoir bouffer. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est le minimum du SMIC. Le problème, c'est les minima sociaux. Le problème, c'est ça. Donc, au lieu de pointer ceux qui n'ont rien, moi, je préfère regarder ceux qui ont trop. Voilà, Olivier, merci d'avoir exprimé votre point de vue, votre sentiment. C'est indispensable. De toute façon, je donnerai toujours la parole aux uns et aux autres, hein, quoi qu'il arrive. Sébastien Rome, vous êtes toujours avec nous. Alors, on en est... Dans l'examen de la réforme à l'Assemblée, justement, on en est aux régimes spéciaux, fin progressive des régimes spéciaux dans la réforme RATP, industrie électrique et gazière, Banque de France. Oui, le régime de la Banque de France est excédentaire de 15 milliards d'euros d'ailleurs. Est-ce qu'il faut saisir cet argent? Est-ce que l'État doit se saisir de cet argent? Mais non, c'est une convention collective qui a existé au sein de la Banque de France. Et c'est pareil pour les régimes, ce ne sont pas des régimes spéciaux pour beaucoup. Tout ça, ce sont des caisses qui sont organisées. Mais c'est comme le Sénat, c'est comme au Sénat, Sébastien Rome. Mais le Sénat, en tout cas... C'est le même problème. Oui, ça serait bien que les sénateurs se posent effectivement les questions de leur caisse de retraite, alors même qu'ils votent et peut-être voteront un report de l'âge de Sébastien 2 ans. Rome, sur ça, on est d'accord. Bon, alors là, vous demandez aux sénateurs de revoir leur régime de retraite, qui a été revu à l'Assemblée d'ailleurs. Est-ce que vous demandez... Oui, qui a été revu à l'Assemblée, hein, vous le savez bien. Hein. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que... en tout cas, on espère que
l'âge de départ ne va pas être repoussé de 2 ans, là aussi. Bon, pour vous non plus, quoi. Ah bah, pour tous les Français. Vous, c'est, je le rappelle, 683 € net au bout de 5 ans d'un mandat, Oui. hein, c'est ça. Ben, moi, dans ma tête, je suis toujours enseignant, instit, et jusqu'à présent, je devais aller jusqu'à 67 ans pour avoir mes pleins droits. Bon, Sébastien Rome, Adrien Quatennens, Bronca, il a pris la parole hier. On a vu Sandrine Rousseau sortir de l'hémicycle, Sandra Regol, l'écologiste aussi. Il y a des députés LFI qui se sont regroupés autour de lui. Il y en a d'autres qui étaient un peu gênés. Comment avez-vous réagi ? Bah, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a eu une mise en scène qui était préparée par Aurore Berger, mise en scène qui n'a pas été faite. Mise en scène, pardon. Est revenue. Enfin, oui. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Après, oui, bon, c'est le jeu, ils font diversion parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Non, mais là, attendez, Sébastien Rome, mise en scène peut-être par Aurore Berger, mise en scène aussi par LFI, tous ces députés qui ont quitté leur banc et qui sont allés autour d'Adrien Quatennens. Et puis, de notre côté, des députés qui ont quitté l'hémicycle en voyant Adrien Quatennens prendre la parole. Des mises en scène, il y en a eu de tous les côtés, pardonnez-moi. Hein, mais... Oui, mais moi, ce que j'ai vu, et je crois que la prise de parole après du député de Lyotte a fait autorité dans l'Assemblée. Elle a calmé tout le monde. Emmanuel Ménard. Très simplement dit, voilà. Du député Lyotte. Lyotte et Emmanuel Ménard aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'il a dit, qui était particulièrement pertinent, il a dit tout député élu peut s'exprimer dans l'Assemblée. Et on ne peut pas refuser ce droit à personne. Voilà, je crois qu'on doit en rester là. Bon, dernier mot sur Total. Vous avez vu les bénéfices de Total, 19 milliards et demi d'euros de bénéfices en 2022, 33 milliards d'euros d'impôts versés dans le monde, partout dans le monde. Et en France, 350 millions d'euros de bénéfices, 200 millions d'euros d'impôts. Comment peut-on imposer une surtaxation à Total ? De quel droit ? De quel droit ? On a auditionné les patrons. On a vu qu'il y avait des marges pour faire, bien évidemment, une taxe sur les super profits. Vous ne croyez pas quel droit ? De quel droit, quand une entreprise paie des impôts dans le monde, on ne peut pas lui faire payer des impôts à 2 endroits différents ? Ah, mais ça, déjà qu'on l'impose correctement en France et que Total paye tous ses impôts en France, ça serait déjà... C'est le cas, 350 millions d'euros de bénéfices, 200 millions d'euros d'impôts. Ça ne correspond pas à l'ensemble de ce que doit payer Total en France. Et ça, il y a une commission d'enquête qui l'a bien démontré. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les bénéfices Total sont aussi financés en fait par les impôts des Français. C'est ça aussi le scandale. Par exemple, le bouclier tarifaire qui a été fait, et donc notamment la remise à la pompe, elle est financée avec les impôts des Français qui est allé directement dans les poches de Total. Donc non, effectivement, Total doit pouvoir contribuer. Il a fait des super profits. On doit pouvoir, au moins de manière exceptionnelle, après la crise Covid, pouvoir le mettre à contribution. Bien, merci Sébastien Rome, merci. Il est 10h49, vous êtes sur Sud Radio. Nous revenons dans un instant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h52. Si vous habitez Paris, si vous circulez dans Paris, c'est bien difficile aujourd'hui. Il y a des tracteurs dans Paris, des agriculteurs qui manifestent, non pas contre la réforme des retraites, mais pour qu'on les laisse produire. Hervé Lapie est avec nous, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour Hervé Lapie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en manifestation dans Paris. Vous dites la production agricole française se réduit, les importations explosent. Nous voulons produire. C'est la raison pour laquelle nous manifestons. C'est cela ? Oui, c'est cela. On a beaucoup de filières agricoles dans les légumes, dans les fruits, dans les endives, pommes de terre, betteraves. Où on a de plus en plus d'interdictions techniques et on nous met les agriculteurs dans des impasses techniques. Et en fait, on est en train de perdre une grosse partie de notre souveraineté alimentaire
en important des produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sociales qu'on impose à l'agriculture française. C'est-à-dire qu'on importe de plus en plus. Je regardais le dernier chiffre en 2022 pour les fruits et légumes, 4 milliards d'euros d'importation de fruits et légumes en France. Oui, c'est une réalité. Voilà, on a l'exemple emblématique aujourd'hui de la cerise où malheureusement en Ardèche et dans d'autres départements, les producteurs sont dans des impasses techniques. Donc on nous interdit de protéger nos cerisiers contre la Drosophile suzuki, qui est un insecte qui pique la cerise. Donc on nous l'interdit en France et on importe des cerises turques qui sont produites avec ces moyens de défense. Donc il y a un non-sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous interdire des choses nous et que le consommateur continue à consommer des produits qui sont importés et qui ne respectent pas nos normes françaises. Oui, là, je comprends fort bien, hein, Hervé Lapille, vraiment fort bien. Alors, vous dites, on ne peut pas élargir, agrandir nos fermes. On a des normes de plus en plus contraignantes pour les nitrates, par exemple, les néonicotinoïdes qui sont maintenant totalement interdits, ce qui pénaliserait les betteraviers. Il est difficile de construire, par exemple, un méthaniseur. Les zones de non-traitement nous empêchent de traiter des arbres fruitiers. On a des besoins d'irrigation qui augmentent avec la sécheresse. Eh bien, tous les projets de retenue d'eau sont attaqués au tribunal administratif. Donc, on ne peut plus, vous dites, on ne peut plus faire notre métier correctement? Oui, on a beaucoup d'interdictions aujourd'hui sur ce que je vous disais. Et je pense qu'il faut repositionner l'agriculture en termes de solutions, en fait. Oui. L'agriculture, c'est sur l'autosuffisance alimentaire, c'est un enjeu important. Oui. Sur les développements des énergies renouvelables aussi. Sur l'adaptation au changement climatique et qu'on puisse aussi avoir ces réserves d'eau utiles pour les plantes quand elles en ont besoin au moment crucial et qui va aussi développer de la biodiversité ordinaire. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il y a aussi une difficulté. Donc on a tout un ensemble aujourd'hui d'arsenal réglementaire qui nous interdit de pouvoir produire, et on a beaucoup de projets qui sont attaqués aussi par des organisations non gouvernementales qui attaquent tous les textes sur le fond, la forme. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. Que demandez-vous au gouvernement? Vous manifestez. Pourquoi manifestez-vous? Et que demandez-vous? Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une pause normative. Je pense que la France, elle a l'habitude de légiférer, de faire beaucoup de lois. Il y a un moment donné... Non, mais il y a des lois qui sont indispensables pour préserver notre environnement aussi. Hein, tout à fait. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que... Et nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement mette les moyens aussi sur la recherche, l'innovation, pour accompagner les transitions agricoles. Oui. C'est-à-dire qu'on dote aussi l'INRAE de moyens importants pour qu'on accompagne les agriculteurs dans la transition. Mais les agriculteurs seuls n'ont pas toujours la solution. C'est-à-dire que c'est tout un environnement avec les instituts de recherche, d'innovation qui vont nous permettre d'accompagner ces transitions-là. Oui. Et l'idée, c'est pas d'être arc-bouté sur des sujets c'est vraiment de repositionner l'agriculture en termes de solutions. Oui. Et la manifestation aujourd'hui, c'est pas spécialement d'aller chercher un acquis pour un acquis, c'est de retrouver une dynamique plutôt positive avec une vision importante pour l'agriculture dans un enjeu où aussi il va falloir qu'on renouvelle une grosse partie de nos agriculteurs dans les 10 ans qui viennent, et donc il faut installer des jeunes qui s'installent sur un projet et qui puissent vivre de leur métier. Hervé Lapille, vous êtes en manifestation dans Paris jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 13h, et les 500 tracteurs lèveront le camp à 13h pour regagner les fermes avant la nuit. Pour regagner les fermes avant la nuit, vous prévoyez d'autres manifestations? Celle-ci, c'est celle qui se place sur la place parisienne. On a d'autres régions aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, qui sont en train de mettre aussi en place des actions, plus sur l'aspect peut-être rémunération des prix autour des états généraux de l'alimentation. D'accord. Donc il y a les sujets économiques, il y a les sujets moyens de production, il y a les sujets un peu sociétaux. Et donc l'idée, c'est un petit coup de semonce, c'est un petit coup de ras-le-bol de la profession agricole. Merci. Merci, il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Vous êtes en direct de l'actualité. Nous posons les questions, les bonnes questions, je l'espère, entre 11h et midi. Je vous donne le programme. Débat autour de la réforme des retraites et de
plus largement les manifestations et la colère? Faut-il radicaliser pour se faire entendre? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est obligé d'être radicalisé pour se faire entendre? Nous allons ouvrir le débat avec Pierre Garnaudier, qui est secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires, Jean-Christophe Gallienne, qui est politologue, conseiller en communication, et Antoine Fouché, qui est président d'une société de conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, auteur d'un livre très remarqué chez Gallimard, Le monde de l'après-Covid. Il est 10h58. Ensuite, à 12h05, je recevrai dans ce studio Éric Ciotti, le président des Républicains. Il a beaucoup de choses à nous dire, et notamment sur son vice-président exécutif Aurélien Pradier. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Il est 11h04. 11h04, évidemment, nous allons revenir sur la réforme des retraites, sur la mobilisation dans la rue et le débat à l'Assemblée nationale. Nous allons ouvrir le débat. J'ai entendu les différents leaders syndicaux. Je vais citer les deux principaux, Laurent Berger et Philippe Martinez. Laurent Berger dit il y a bien sûr un risque que ça dégénère, et Philippe Martinez dit il faut monter d'un cran. Montée d'un cran, samedi, nouvelle manifestation unitaire à l'appel de tous les syndicats. Nous verrons s'il y a plus de monde, moins de monde, mais pour se faire entendre, faut-il radicaliser? Aujourd'hui, c'est la question que beaucoup se posent. Beaucoup de ceux qui sont contre la réforme des retraites se posent cette question. Faut-il aujourd'hui radicaliser le mouvement pour se faire entendre? Par exemple, tiens, je vais prendre tout de suite Olivier, avant d'ouvrir notre débat. Je vais prendre tout de suite Olivier, qui est à Anduze dans le Gard. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Comment ça va Olivier? Ça va, merci. Bon, alors Olivier. Alors j'écoute devant mon bureau, oui. J'entends. Moi je pense qu'on pourrait aussi parler un petit peu de la fraude. De la fraude, c'est-à-dire? Il y a énormément, je trouve, de gens autour de moi, de partout en ville, là où je travaille, qui profitent surtout du système. C'est-à-dire? Mais qui profitent du système, qui ne travaillent pas, qui sont aptes à travailler, qui profitent de toutes les aides qu'on leur donne, et des tas de choses comme ça. Et il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Et je pense que si on mettait un coup de pied dans la fourmilière, ça irait peut-être un peu mieux. Oui. En sachant, sans parler de nombre de gens tous les jours qui se mettent en maladie, qui n'ont strictement rien, qui profitent du système. Oui, et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Olivier, la réforme des retraites, c'est en marge de la réforme des retraites. Hein. Bien sûr. On est en train de dire aux gens de travailler plus. Vous pensez vous êtes pour ou contre cette réforme, vous, Olivier? Moi, je suis pas contre. Oui. Moi, je suis pas contre. Bon, pour certaines pénibilités, je le comprends, d'accord? Oui. Voilà. Mais par contre, j'aimerais surtout qu'on se pose le problème de la fraude, de ces tas de gens. C'est-à-dire la fraude, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire par là qu'il y en a beaucoup qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas? Mais il y en a plus que beaucoup, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Moi, je prends l'autoroute régulièrement, je double des véhicules, nous recherchons, nous recrutons. De partout où je vais, je vois des annonces, des gens qui cherchent du personnel, de tout. Et on n'y arrive pas, on n'avance pas. Les gens, il y a énormément de gens qui ne travaillent pas, qui seraient aptes à travailler. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas, selon vous? Pourquoi? Parce qu'ils gagnent plus en restant à la maison. Oui. Alors, avec nous, nous avons Pierre Garnaudier, qui est secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires. Bonjour. C'est vrai, ça existe, mais c'est vrai que ça existe. Non, mais bon, sur la question de la fraude, et ça, c'est le Pôle emploi qui le dit. La fraude, il faut savoir ce qu'on entend par fraude, mais une fraude de personnes qui touchent de manière continue, indûment, des allocations chômage, par exemple, c'est 0,01%. Voilà, sinon il y a des gens qui perçoivent effectivement un revenu de remplacement parce qu'ils ont été privés d'emploi, c'est-à-dire que leur contrat n'a pas été renouvelé. Parce qu'ils n'ont pas envie de retrouver un emploi aussi, ça existe, non? Mais écoutez, moi en tout cas, je parle de ce que je connais. Oui. Moi, je suis devant des agences Pôle emploi. On y était encore lundi et mardi matin pour appeler aux manifestations. Et nous, le premier argument qu'on a à chaque fois, la discussion, elle commence quasiment toujours comme ça, c'est pourquoi faire travailler les gens plus longtemps alors que nous, par ailleurs, on cherche du travail et on n'en trouve pas.
Et on n'en trouve pas. Est-ce qu'il y a du travail, Olivier? Vous êtes en deux, vous êtes dans le Gard. Est-ce qu'on peut trouver du travail si on se bouge un peu? Alors moi, j'aimerais répondre à ce monsieur. J'aimerais même le rencontrer. Mais je vais y travailler pour l'emploi. Je vais en trouver du boulot. Croyez-moi, il y en a. Nous, on en recherche tout le temps. De partout où je vais, tous les chefs d'entreprise que je côtoie cherchent du personnel. De partout où je vais, on recherche. On double des véhicules sur l'autoroute, où il y a même des publicités, on recherche. Oui. De partout où je vais, on recherche des gens qui travaillent. Et quand j'entends de 0,01 ou je sais pas, bon les chiffres, je les connais pas, mais je peux vous dire qu'il y en a énormément qui profitent du système. Mais tout le monde le sait. C'est quoi profiter du système, selon vous? Ils veulent pas travailler, M. Bourdin, ils veulent pas travailler. Voilà, il faut appeler un chat. Aujourd'hui, le travail, c'est tabou. Aujourd'hui, on ne veut pas mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'on a très peur. Mais si déjà on s'attaquait à ça, croyez-moi, le pays... Nous, monsieur, la CGT, on s'y attaque. On s'y attaque. La CGT, on fait ce qu'on organise des bureaux d'embauche. Les bureaux d'embauche, c'est quoi? Par exemple, à la ville de Paris, mais aussi dans des entreprises privées comme par exemple L'Oréal à Aulnay, les camarades, ils prennent l'ensemble des postes qui sont budgétés par les entreprises, mais auxquels le patronat ne pourvoit pas ces postes. Par exemple, à la ville de Paris, c'est 2800 postes. Ces 2800 postes, la CGT, nous avons organisé un bureau d'embauche, nous avons récolté en une semaine 900 CV. Donc on est bien loin de ce que vous dites. La CGT avec ces faibles ressources en communication, nous avons mis 900 CV sur la table. Ces 900 CV, on les a transmis à la direction de la ville de Paris. Vous savez combien de personnes aujourd'hui ont été embauchées? 50 sur 2800. Donc voilà, je veux dire, nous, on combat le chômage. Hein. Bien. Monsieur, oui. Un mot, Olivier. Ensuite, on prendra Laurent, qui est à Foix dans l'Ariège. Et ensuite, nous allons lancer notre débat, puisque finalement, vous l'introduisez parfaitement. Est-ce qu'il faut radicaliser? Certains disent, vous-même, je ne sais pas, Pierre Garnaudier, vous dites, il faut radicaliser maintenant ce mouvement contre la réforme des retraites ou pas? Mais il faut qu'on s'entende par... Qu'est-ce que ça veut dire, radicaliser? Radicaliser. Tout à l'heure, j'avais un député, la France Insoumise, député de l'Hérault, qui nous disait, Sébastien Rome, qui nous disait, maintenant il va falloir songer à bloquer le pays. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de députés, notamment de la droite, qui nous disent il faut encadrer le droit de grève, mettre en place un vrai service minimum. Ne détournez pas. Non, je réponds à votre question. C'est-à-dire que, pour nous, durcir le mouvement, ça veut dire mettre entre les mains des travailleurs la discussion des modalités de lutte, et y compris effectivement de la grève reconductible. Ça veut dire ça pour nous, radicaliser le durcir. Le durcir, pas radicaliser. Parce qu'après, on part sur des débats durcir. Oui, c'est une forme de radicalisation quand même, non? Enfin, bon, là, on est dans un débat sémantique. Oui. On va pas... Bon, Olivier, vous savez ce qu'on va faire, Olivier? On va prendre Laurent. Laurent qui est à Foix dans l'Ariège. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Vous êtes artisan restaurateur, Laurent. C'est ça. Alors, vous avez peur... Vous avez peur de cette réforme, pourquoi? Disons que, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Oui. Dernièrement, j'ai commencé un peu à me renseigner parce que j'approche un âge, j'ai 57 ans, donc l'échéance approche. Même si je me demande avec toutes ces réformes si je ne veux pas devoir travailler jusqu'à 74 ans à force. On m'a dit c'est les dernières années qui sont prises en compte, etc. Oui. Si c'est les dernières années, moi je regarde par rapport à mon chiffre d'affaires, j'habite une petite ville qui est Foix, qui n'est pas une ville où on fait des chiffres d'affaires mirobolants, on va dire. Oui. Je gagne, disons que sur 12 mois, il y a peut-être 3 mois où j'arrive à atteindre le SMIC, à dépasser le SMIC. Oui. Voilà, pour vous dire. Donc si je pars de ce principe-là, qu'est-ce que je vais devenir moi dans quelques années? Sachant que, Oui, mais vous allez partir à la retraite à quel âge, vous, Laurent? Laurent, j'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que ça dépend d'un âge légal ou est-ce que ça dépend de votre activité particulière? Parce qu'elle est particulière, l'activité de restaurateur. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être partir plus tard parce que vous auriez envie de continuer à faire la cuisine parce que vous aimez ça aussi, Laurent. Quand je vois le nombre de charges qu'on a à payer, comme on est assassiné partout. Oui. Non, mais c'est pour vous dire, j'ai de plus en plus de collègues restaurateurs qui arrêtent. Voilà, qui arrêtent parce que ils sont écœurés à force. Restaurateurs ou même commerçants. Oui, ça c'est autre chose. De charges que voilà. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de charges parce qu'il y a dans ce pays beaucoup de protection sociale? Entre autres. Entre autres, je pense, et il y a aussi le fait que, par exemple, comme ce matin, j'ai entendu au journal, non, c'est avant le journal,
comme quoi beaucoup d'associations étaient financées, etc., avec de l'argent public. Donc oui, je trouve que l'argent en France est dilapidé un peu n'importe comment. L'argent est dilapidé. Olivier, vous pensez la même chose? Olivier, vous pensez la même chose? Ah oui, fortement, oui. Et j'aimerais répondre juste à la personne d'avant qui m'a annoncé des chiffres. Pierre Garnodier, oui. Voilà, j'aimerais l'inviter, ce monsieur, en toute sympathie, je l'invite, et je l'amène à Nîmes, autour de Nîmes, et j'y amène sur 50 entreprises et on parle d'emploi, voir s'ils arrivent à recruter, s'ils arrivent à trouver du monde. Et là, on parlera de concret, parce que moi, Paris, personnellement, c'est Paris. Moi, je parle de chez nous. Je l'invite et on va dans toutes les entreprises là où il veut. Bien, merci voilà. Olivier, merci Laurent, le débat est lancé, mais bon... Si vous êtes invité, vous pouvez y aller. Hein, mais j'espère que vous me donnez le numéro de ce monsieur. Oui. Mais je vous le donnerai. Non, mais bon, on va l'avoir. Mais c'est pas une blague. Hein. Nous, on fait des bureaux d'embauche et je le dis tranquillement. On a du mal. Hein. On a du mal à vous-même, vous avez du mal, vous à la CGT, pour trouver des salariés qui veulent travailler dans les propositions que vous faites. C'est l'inverse. Ah bon. Nous, on a du mal à imposer aux employeurs de respecter les cadres d'organisation du travail que eux-mêmes émettent. C'est-à-dire, par rapport à cette activité-là, je dis que j'ai besoin de 120 postes, mais en réalité, il y en a seulement 90, parce qu'il y a des heures supplémentaires qui sont imposées, parce qu'il y a des congés payés qui sont refusés aux salariés, des recours abusifs à l'intérim, et nous, on a du mal à faire respecter ces cadres du travail. Oui, mais est-ce que vous avez du mal à trouver des candidats au poste? Je vous dis, une semaine devant la mairie de Paris, on a eu 900 CV. Oui. On a eu 900 CV. Et c'est sur des postes de cuisiniers, agentes d'entretien, voilà, des catégories C. Hein. Bon, il est 11h15. Jean-Christophe Gallienne nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Politologue et conseiller en communication. Nous allons revenir sur les manifestations, sur maintenant que va-t-il se passer ou que peut-il se passer et je posais la question tout à l'heure à Pierre Garnodier. Est-ce que tous ceux qui sont mobilisés contre la réforme des retraites vont devoir se mobiliser plus fortement? Et comment? Je parlais de radicalisation pour se faire entendre. Eh bien, nous allons en parler, évidemment. Je voudrais revenir aussi, et nous allons le faire juste après la pub, sur les profits de Total, parce que c'est vrai que ça fait parler depuis ce matin, puisqu'on a pris connaissance des profits de Total, faits par Total en 2022. Il est 11h15. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18. Est-ce que nous allons vivre une forme de radicalisation du mouvement d'opposition à la réforme des retraites? Est-ce que tous ceux qui sont opposés vont être obligés de se radicaliser pour se faire entendre? C'est le débat que nous posons ce matin. Pierre Garnodier est avec nous, secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires. Jean-Christophe Gallienne, qui est politologue et conseiller en communication, et Antoine Fouché, qui est président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, auteur d'un livre remarqué chez Gallimard qui s'appelle Le monde de l'après-Covid. Bonjour. Merci d'être avec nous, Antoine Fouché. Alors, avant de revenir dans notre débat sur la réforme des retraites, je voudrais revenir sur les bénéfices records pour Total Énergie. L'année dernière, les chiffres sont tombés ce matin, 19,5 milliards d'euros en 2022. C'est ce qu'annonce Patrick Pouyanné, c'est cela, Félix Mathieu? Oui, effectivement, il s'exprime dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il dit ne pas exclure un nouveau geste pour les automobilistes et sur ses profits de 19,5 milliards d'euros. Il se justifie: si le litre de gasoil dépasse 2 euros, alors Total Énergie pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe. Promesse de Patrick Pouyanné qui, à propos de ses profits records, plaide: nous avons rendu 550 millions d'euros aux automobilistes français avec ces différents rabais à la pompe pendant plusieurs semaines. On ne l'a pas fait ailleurs, dit-il. Il met en avant un certain patriotisme de son entreprise Total Énergie qui a payé 33 milliards d'euros d'impôts et de taxes dans le monde l'année dernière, fait valoir son PDG essentiellement à l'étranger. Parce que nos résultats, dit-il, se font essentiellement dans les pays producteurs d'énergie, tout en mettant en exergue ces deux autres chiffres, par ailleurs, dans l'interview. 350 millions d'euros de bénéfices réalisés en France, où Total devrait par ailleurs payer, dit-il, 200 millions d'euros d'impôts et de taxes. Donc, quelques mots sur ces chiffres, Pierre Garnodier. 19,5 milliards d'euros de bénéfices en 2022.
partout, pour toutes les activités Total, hein, on est bien d'accord. 33 milliards d'euros d'impôts versés dans le monde. Alors où? En Norvège, Grande-Bretagne, Angola, Nigeria, Abu Dhabi, au Qatar. En France, 350 millions d'euros de bénéfices, 200 millions d'euros d'impôts. Mais comment peut-on, je ne sais pas, encore taxer Total? Expliquez-moi. Est-ce qu'on peut taxer 2 fois le même bénéfice? Mais nous, je crois surtout qu'il faut écouter ce que les travailleurs de Total, qui étaient en grève reconductible, disaient. Hein. Ils disaient exactement ça. Il y a d'énormes profits dans notre entreprise. Et nous voulons une réorientation des richesses créées du capital vers le travail. Et pour faire le lien avec les réformes des retraites, c'est ce que la CGT revendique pour l'ensemble de la société, puisqu'il n'y a pas que Total qui fait des profits énormes. Là, je parle de Total. Et Total, je voudrais rappeler qu'après la grève, il y a eu des grèves chez Total, on s'en souvient. En France, augmentation de 7,5% des salaires, prime de 3 800 € et intéressement moyen de 9 000 €. Ben on voit plus bien... 65% des salariés de Total Énergie qui sont actionnaires de leur entreprise. Ben on voit bien que ces revalorisations salariales-là sont bien en deçà des profits qui sont réalisés par Total dans le monde, mais vous l'avez dit, y compris en France, et que oui, aujourd'hui Total a largement les moyens d'augmenter les salaires, et l'augmentation des salaires, c'est une des solutions qu'a et que défend la CGT pour l'augmentation des ressources des retraites. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, des salariés Total se mettent en grève? En France, c'est leur fédération à eux qui pose, y compris la question de durcir le mouvement. Oui, je sais. C'est la Fédération nationale de l'industrie chimique. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Là, aujourd'hui, ils sont déjà, eux, en reconductible. Mais on voit bien, oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à aller chercher pour les salaires d'aujourd'hui, pour les retraites de demain. Quand certains défendent, je ne vais pas défendre Total, mais je pose la question. Quand certains défendent une surtaxation des profits de Total, et quand Total vous répond, ben nous, on paye des 33 milliards d'euros d'impôts, moi, je pose la question, on ne taxe pas 2 fois les mêmes bénéfices. Enfin, ça n'existe nulle part, non? Moi, je parle des salaires. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? D'ailleurs, tiens un mot, puis on reviendra sur Antoine Fouché. Mais c'est typiquement un débat qui est où il y a une différence complète entre le rationnel et l'émotion. Au niveau rationnel, c'est un peu ce que vous suggériez, c'est que c'est déjà taxé ailleurs. La richesse de Total, elle est produite maintenant beaucoup plus en dehors de France qu'en France. Oui. Et en France, quand on regarde les chiffres, la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, c'est stable depuis 40 ans. C'est l'un des pays où ça n'a pas bougé. Et donc, non, il n'y a pas plus pour le capital aujourd'hui en France qu'il y a 40 ans. Donc, c'est stable. Ça, c'est le rationnel. Et puis après, il y a l'émotion, mais qui est vraie, hein, puisque c'est ça aussi qui alimente, par exemple, la grève reconductible, qui est de voir ces milliards et ce qui donne le sentiment, ce qui n'est pas vrai, mais ça donne le sentiment qu'il y a de l'argent à aller chercher et que quand on veut, on peut, et qu'il suffit d'aller prendre l'argent là où il est pour pouvoir financer les retraites. Et donc, c'est typiquement un débat, en même temps, qui est un peu frustrant parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a ce type de débat-là où l'émotion prend tant le pas sur la raison, me semble-t-il. Bien, Jean-Christophe Galien. C'est une multinationale, c'est-à-dire que pour le coup, on a du mal à croire que ça reste français, et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de pays où il y a ce débat aujourd'hui parce que émergent quand même des zones de combat, des zones de lutte sur la répartition. Joe Biden qui a dit qu'il fallait taxer les profits faits à l'occasion de la crise après le Covid et de la crise de la guerre en Ukraine. Il y a une vraie tendance autour de cette question-là, donc c'est pas franco-français pour le coup. Après, il y a un autre aspect qui tient de l'émotion et qui tient du rationnel quand même aussi. Oui. Et c'est assez français en particulier, un peu plus que dans d'autres pays européens, c'est le prix que chacun d'entre nous paye, si vous voulez. Et c'est pas que Total. Total est pris dans ce moment-là dans une espèce d'ensemble qui est celui de l'énergie. Il est un gros acteur de l'énergie et quelque part, son expression sur ces questions-là est pas très solidaire et pas très. Ça manque un peu d'empathie. C'est-à-dire que Total en général aujourd'hui, comme d'autres, et c'est la compagnie française, même si elle est multinationale,
Voilà, il y a une difficulté à dépasser le côté pétrolier. Et c'est terrible parce que finalement, c'est ce qui avait été tenté à un moment donné, c'est cette image de pétrolier, cette image un peu cynique de quelqu'un, voilà, on vous vend, vous en avez besoin, vous êtes obligé de passer par là. Et ça existe aussi, et ça a un impact, il faut faire très attention, parce que c'est pour ça qu'il faut défendre Total, et en même temps, il faut que Total évolue. C'est aussi un bras, non pas de communication, mais de pouvoir de la France à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Antoine Fouché, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste un mot. C'est vrai que le débat de taxation des profits n'est pas franco-français. En revanche, la spécificité de la France, c'est que c'est l'un des seuls pays du monde de l'OCDE dans lequel il n'y a pas eu, au cours des dernières décennies, de déformation du partage de la valeur au profit du capital et au détriment du travail. Et donc, le sujet de la répartition de la valeur ne se pose pas de la même manière en France ou dans les pays anglo-saxons, où là, c'est vrai. Il y a eu une dérive et donc il faut un rééquilibrage. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas eu cette dérive et que donc, voilà, comment est-ce qu'on fait ? Vous pouvez pas dire que la France, c'est pas le pays où on ne verse pas le plus de dividendes aux actionnaires. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. On peut pas entendre qu'aujourd'hui dans ce pays, par exemple, il y aurait pas assez de richesses pour augmenter les salaires, pour que les gens puissent partir à la retraite à 60 ans, alors que dans ce pays, c'est là où la productivité par travailleur, par heure est la plus élevée, et que par ailleurs, les entreprises du CAC 40, elles se gavent et elles se goinfrent. Voilà, je veux dire, ça c'est une réalité. Quand même, pour revenir sur Total aussi, peut-être contrairement à d'autres pays, Total, anciennement Elf, il y avait aussi l'idée quand même de service public derrière. Et cette idée-là de service public, qu'on sort, par exemple, du droit à l'énergie, du droit à la santé, qu'on extrait ça des logiques de profit et de rentabilité, c'est encore quelque chose, oui, qui est très présent en France, mais il faut en être fier, je pense. Hein. Alors, je voudrais simplement ajouter un mot, puis je vous donne la parole, concernant Total. Encore une fois, je ne suis pas là pour prendre la défense de Total, je voudrais quand même souligner que Total investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Hein. Bon, pas par hasard. Hein. Attendez, c'est pas par philanthropie. Non. Si Total investit dans les énergies renouvelables, c'est qu'il y a des profits à faire, évidemment, dans les énergies renouvelables. Ça, c'est évident. Mais c'est la réalité aussi. Antoine Fouché. Alors, juste pour dire que ce que vient de dire monsieur n'est pas incompatible avec ce que j'ai dit avant. Oui. C'est typiquement le débat, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, on n'a jamais distribué autant de dividendes en France aux actionnaires des entreprises du CAC 40 basées en France, mais c'est vrai aussi, chiffre INSEE, que tout le monde peut constater en allant sur Google et vérifier que ce sont des chiffres officiels, il n'y a pas de déformation de la répartition de la valeur. Pourquoi ? Parce que les dividendes qu'on distribue dans les boîtes qui sont basées en France, ce sont des dividendes liés à des actionnaires internationaux de richesses produites en dehors de France. Et donc, dans la richesse qu'on produit en France, entre le capital et le travail, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Bien, et puisqu'on parle de radicalisation, et puisqu'on parle de Total, eh bien ce matin, après ces annonces de profit, des militants ont aspergé le siège de Total Énergie à la Défense. C'était il y a 1 heure ou 2 heures. Félix Mathieu. Oui, le siège de Total Énergie maculé de peinture rouge à la Défense. Total, c'est l'entreprise. Des activistes d'Alternativa et des Amis de la Terre interpellent ce matin Total Énergie, champion des profits. C'est ce que tweet l'association de sensibilité écologiste Alternativa. Sur ces images filmées et partagées par Clément Lano sur les réseaux sociaux, on peut les voir projeter cette peinture rouge sur la façade. Nous sommes devant le siège pour illustrer la réalité qui se cache derrière cet argent, les énergies fossiles et la destruction systématique du vivant. C'est ce qu'écrivent ces militants qui demandent aussi au gouvernement de taxer, je cite, les superprofits. Bien, voilà une radicalisation. Pour la réforme des retraites, pour toutes celles et ceux qui contestent cette réforme de retraite, qui sont majoritaires aujourd'hui dans le pays, quelle solution aujourd'hui pour se faire entendre ? Bon, il y a le débat à l'Assemblée. C'est vrai que le débat a pris un peu la priorité sur les mobilisations dans le pays. Mais il y aura une si elle est forte, une mobilisation annoncée pour samedi prochain. Quelle suite ? Comment faire pour ceux qui contestent la réforme des retraites ? Nous parlons de cela juste après une petite pause, il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32. Va-t-on vers une radicalisation du mouvement de contestation de la réforme des retraites ? Je fais le tour de table. Jean-Christophe Gallien, vous pensez qu'il va y avoir une radicalisation ? C'est une semaine particulière. Se croisent, vous l'avez dit, la bagarre de rue. En tout cas, la lutte de la rue et la bataille à l'Assemblée nationale. Donc on est à un moment important. Deux aspects importants aussi. On peut interpréter de deux manières l'idée qu'on veut
radicaliser, renforcer. Certains parlent de blocage de l'économie déjà. Oui, vous voyez, oui, donc oui, c'est ça. bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit d'un côté, c'est ce qu'estiment les adversaires, vous sentez que vous êtes en moment de faiblesse, c'est-à-dire que la mobilisation s'essouffle, c'est plus difficile, et donc il faut pousser plus loin, aller un peu plus durement avant samedi, parce que samedi, il y a un grand rendez-vous qui va être le témoin de tout ça. Ou au contraire, vous sentez vous-même qu'il y a des faiblesses dans le contexte majoritaire, celui qui est à l'Assemblée justement autour notamment de l'examen du projet de loi, et vous dites que c'est maintenant qu'il faut taper très fort, parce que si vous le faites pas maintenant, vous n'allez pas contribuer à grandir ces failles. Donc il y a deux interprétations possibles. Moi je dirais qu'il y a un peu de vrai dans les deux. On sent bien que d'un côté il y a un peu d'essoufflement, il faut montrer qu'on est présent, parce que c'est dur d'aller faire la grève aujourd'hui, d'aller dans les contextes économiques, il faut y aller. Et de l'autre, et puis on n'y croit pas trop, finalement on a l'impression qu'on s'est laissé embarquer dans l'idée, c'est plié, bon on a obtenu ce qu'on peut obtenir, puis c'est fini. Puis de l'autre côté, on sent bien aussi que y a des difficultés. Il y a des difficultés dans les partenaires de la majorité, au sein des Républicains, politiques à l'Assemblée nationale. On va en parler avec Éric Ciotti. Au sein de la majorité elle-même, relative, où il y a des frondeurs, ce qu'on appelle, qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui veulent faire entrer dans leur voie et qui continuent. Et donc c'est un moment particulier, même au sein du gouvernement, du SOP, Attal, du Borne, c'est pas tout à fait clair, vous voyez, c'est complexe. J'ai l'impression d'ailleurs que Attal prend le pas sur du SOP. Il prend d'ailleurs, il prend souvent du SOP. Attal, il demande pas, il prend. Oui, il prend Attal. Pierre Garnaudier, est-ce que il faudra monter d'un cran? Oui, sur deux aspects. C'est-à-dire sur les modalités de lutte, mais que c'est déjà, y compris en débat aujourd'hui. Plusieurs fédérations appellent de la CGT, appellent déjà à la reconductibilité de la grève. Et puis aussi sur la massification. La massification du mouvement, parce que il y a encore des travailleurs à aller chercher. Moi, je parle pour les travailleurs privés d'emploi et précaires. Moi, je manifeste derrière deux banderoles. La banderole intersyndicale qui dit non à la retraite à 64 ans, et derrière une banderole de la CGT qui dit 15-32-60, 15 € de l'heure, 32 heures pour tout le monde et 60 ans comme âge de départ légal à la retraite. Mais vous êtes l'un des rares, parce que je remarque qu'il y a, alors que c'est peut-être finalement le fond de la contestation, c'est encore une fois le pouvoir d'achat, peut-être au-delà de la réforme des retraites. Je constate que peu de syndicats, aujourd'hui, en parlent. Bon, vous en parlez parce que vous avez une casquette un peu particulière. Vous défendez les précaires et les privés d'emploi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est la banderole de la CGT, monsieur Martinez. Enfin, dans les discours, je l'entends pas. Je l'entends peu. Il l'a rappelé hier soir sur le plateau de BFM TV à plusieurs reprises. Donc, moi, c'est derrière ces banderoles-là, derrière ces mots d'ordre-là. Moi, on est devant les agences Pôle emploi. Nous invitons l'ensemble des travailleurs privés d'emploi à manifester derrière ces banderoles-là, mais après, c'est vrai que le gouvernement était très au courant que ça bloquait. Je pense que le gouvernement a fait un pari risqué en pensant les syndicats aujourd'hui sont dépassés, n'arriveront jamais à mobiliser, avec beaucoup de mépris et de médisance pour les organisations syndicales. Et là, c'est quand même le grand retour. On a un mouvement qui n'était pas arrivé depuis 30 ans, et nous, privés d'emploi et précaires, on voit bien qu'on n'est pas entendu. Donc nous aussi, y compris, des fois, on fait des envahissements d'agences pour dire on va rester là, on va se faire entendre, parce que manifester une fois par semaine, alors que c'est des manifestations qui sont... Ça ne sert à rien? Eh ben, c'est pas que ça sert à rien, mais ça nous aide, ça nous donne confiance. Mais je peux vous dire, il y a une détermination qui ressort de cette manifestation qui est énorme, mais on doit poursuivre l'action en dehors. Mais par exemple, je remarque aussi que dans certains secteurs de la fonction publique, il y a moins de grévistes, il y avait moins de grévistes hier que les autres jours. Donc, il y a... Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à une grève, comme vous appelez, à une grève reconductible. Hein. Enfin, c'est la prochaine étape. C'est des débats. C'est la grève reconductible. C'est des débats que nous on a entre nous. Par contre, moi, je voulais juste dire ça, parce que il y a peut-être moins de grévistes du public. Bien qu'à chaque fois les chiffres notamment dans l'éducation nationale, sont donnés, c'est quand même rarement des chiffres consolidés, mais en tout cas ça il faut le dire. Oui, il y a moins de grévistes dans le public, mais en contrepartie, nous on voit beaucoup de cortèges du privé. Je pense à Airbus par exemple à Toulouse, où ils étaient sortis à 5000 les dernières manifestations. Donc il y a une généralisation en tout cas de la grève aujourd'hui, notamment dans le privé. Antoine Fouché, on va voir une radicalisation selon vous? C'est possible, mais je pense surtout que on va avoir, en fonction de ce qui va se passer samedi, un débat qui vient d'être évoqué en filigrane.
entre deux lignes possibles de contestation dans les organisations syndicales, et c'est l'intersyndicale qui va faire l'épreuve de son unité. Il y a une ligne qui est plutôt, me semble-t-il, emmenée par la CFDT, et qui est une ligne qu'on peut appeler, le mot est pas parfait, mais une ligne morale, qui consiste à dire au gouvernement, vous avez la plus grande mobilisation dans le pays contre votre projet de loi depuis 15 ans. Oui. Ça continue, les gens se mobilisent malgré les problèmes de pouvoir d'achat. S'il vous plaît, écoutez. Mais ils n'iront pas jusqu'à bloquer le pays. Berger a dit le but, c'est pas l'emmerdement maximum. Voilà. Ça, c'est une première ligne, et qui est une ligne risquée parce que ça privilégie le soutien de l'opinion publique au risque d'être taxé d'impuissance. Et puis il y a une autre ligne qui est plus peut-être, me semble-t-il, emmenée par la CGT et d'autres, qui est de dire non. Si on n'est pas entendu, il faudra aller plus loin, il faudra des grèves reconductibles, il faudra des actions de blocage parce que c'est la force. Et donc il y a deux lignes, il y a une ligne plus morale, une ligne plus de force. La force, ça oblige à entendre. Pour l'instant, il y a unité. Il faut pas opposer, mais la force, l'inconvénient, pardon, juste je termine, l'inconvénient, c'est que ça peut perdre l'opinion. C'est-à-dire, si la force, ça conduit à mettre du bazar, vous perdez l'opinion. Et c'est sans doute ça qui va se jouer dans les jours qui viennent, c'est quelle ligne va l'emporter, parce que c'est très compliqué de tenir les deux quand même. Et pour l'instant, ils ont réussi à tenir les deux. Moi, si je peux me permettre, vous avez une vision des choses qui est très par le haut. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je peux vous dire, dans des entreprises, notamment du privé, chez Renault, à Peugeot, les tracts, ils sont intersyndicaux. Oui. Quand on parle de la reconductibilité de la grève à la SNCF, c'est pas que la CGT. C'est pas que la CGT. C'est la CGT Sud pour l'instant. On verra comment ça, avec les premières journées de grève, et la CFDT, pour l'instant, n'ont pas emboîté le pas. On verra ce qu'ils feront. Pour l'instant. Donc, par le bas, c'est des tracts intersyndicaux. C'est pas le Martinez contre Laurent Berger sur une stratégie de lutte. Et y compris, ça s'articule entre. Non, je ne vais pas parler de ligne contre, mais il y a un choix à un moment donné peut-être à faire si le mouvement constate qu'il n'est pas suffisamment entendu. Alors, est-ce que le mouvement risque d'être débordé? Est-ce que les syndicats risquent d'être débordés? C'était un peu ce qui était estimé à un moment donné. Ce que vous dites est une réalité. C'est-à-dire qu'on faisait le reproche, c'était un peu le pari aussi de certains gouvernements et ailleurs, de dire il n'y a pas de maîtrise de la base. Ouais. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu quand même malgré tout une coordination assez, pour l'instant, réussie. Oui. Et en même temps, s'il y avait des décisions ça et là qui ne correspondent plus à la base, et ça tout dépendra de samedi. Samedi, s'il y a ce volume et cette masse qu'attendent certains, ou au contraire le continuum de la décrue, si vous, de la mobilisation, on a quelque chose qui peut se passer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, avoir une conversion différente. Mais de toute manière, ces deux approches ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire que vous allez avoir, elles le seront si vraiment à un moment donné, notamment la CFDT, il y a une envie de dire, on va dans la négociation, et quelle négociation, puisque les deux stratégies font face à quoi? Un rythme qui est imposé par le gouvernement au titre du calendrier parlementaire. On revient encore à cette idée qu'il y a une opposition entre la rue et le Parlement, enfin une opposition en tout cas, qui est deux voies parallèles qui doivent à un moment donné se rencontrer cette semaine, ce samedi, c'est là qui est important, et après, parce que il y a une accélération dans le phénomène. L'accélération, c'est celle du calendrier législatif, qui n'est pas un calendrier comme les autres, vous l'avez très bien expliqué tout au long des émissions, et la réalité, c'est qu'il faut aussi, pour la rue et pour les mobilisations, tenir compte. La stratégie de monsieur CFDT, qui serait morale ou qui serait attentiste, entre guillemets, à un moment donné, elle est quasiment perdante d'avance, si vous voulez. Donc ça veut dire que la CFDT est un peu contrainte, malgré sa culture syndicale, d'entrer dans une démonstration, si vous voulez, un peu plus forte, un peu plus difficile ou un peu plus radicale, comme certains peuvent le dire. Bien, il est 11h41, vous êtes avec nous, vous voulez intervenir, n'hésitez pas, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Se dirige-t-on vers une radicalisation du mouvement de protestation contre la réforme des retraites pour que ceux qui manifestent leur opposition puissent être entendus? Eh bien, Pierre Garnaudier est avec nous, secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires, Jean-Christophe Vialin qui est politologue et conseiller en communication, Antoine Fouché, et qui est président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Oui, les syndicats sont à un tournant, le débat, lui, n'ira pas au bout. On a bien compris, à l'Assemblée nationale, donc on va voir ce que dit Éric Ciotti tout à l'heure, ça va être très très intéressant, mais il n'ira pas au bout. Alors, un débat qui ne va pas au bout, une mobilisation qui est très forte dans la rue, la réforme des retraites, ira-t-elle au bout? Est-ce que vous pensez qu'elle sera un jour
Elle sera votée probablement. Enfin votée, oui, les débats seront abrégés. Elle sera votée, mais qu'est-ce qui peut se passer? Moi, j'aime pas trop faire de politique fiction, mais compte tenu des éléments que nous avons, Antoine Fouché, en main aujourd'hui. Alors, elle sera. Comment regardez-vous la situation? Elle sera avec de l'inquiétude parce que je vois pas comment le pays s'en sort par le haut, que la réforme soit adoptée ou pas. Ah bon? Je vois pas comment il s'en sort par le haut parce que si la réforme n'est pas adoptée. Oui. C'est ce qui a été présenté par le gouvernement lui-même, comme le premier acte fort, la démonstration de la capacité de réforme du pays, etc., qui est à plat. Oui. Donc on ne voit pas comment il continue à gouverner après qui sera une défaite politique flagrante. Première option. Deuxième option, ça passe. Oui. Ça passera de toute façon, soit avec le 47.1, soit avec le 49.3, c'est-à-dire pas avec un examen des 20 000 amendements. Bon. Non, ça c'est impossible. Et donc, il y aura un procès en déni de démocratie parlementaire, etc. Oui, etc. mais ça, c'est pas ce qui intéresse les Français. Certes, mais quand même, ça peut en rajouter en disant c'est à la fois un contrat social pour le pays et en même temps, on prend qu'un mois de discussion au Parlement. Il y a une petite contradiction. Mais voilà. Mais de toute façon, si ça passe... Il y a dans le pays, me semble-t-il, une telle, et ça c'est vrai, il faut le rendre, enfin je veux dire, il faut regarder les résultats de l'intersyndicale. Il y a quand même si Macron a été élu, même s'il y a une majorité relative au Parlement, il est incontestable qu'il y a, par rapport à ce projet, un ressentiment, une colère dans le pays et de la part des gens qui travaillent, qui, si la réforme passe, laissera des traces. Alors après, elle peut laisser des traces de deux manières. Elle peut laisser des traces de manière, et les deux sont complémentaires, peuvent être conjugués, de manière sociale, c'est-à-dire c'est dans les boîtes que c'est très tendu, il y a des conflits sociaux, ça se reporte sur le pouvoir d'achat avec des tensions très fortes, voilà, et politiquement, avec un vote Front National, Rassemblement National. C'est le Rassemblement National qui va tirer les marrons du feu. Ça, c'est possible. Alors après, il faut voir, parce que ça sera dans 4 ans, et de toute façon, la candidate, elle devra dire qu'est-ce que je fais avec la réforme. Parce que de deux choses l'une, elle sera avec cette question-là. Hein. C'est-à-dire, si elle est injuste, il faut l'abroger. Si elle l'abroge, il y a 150 milliards de déficit à trouver. Voilà. Donc, à un moment donné, elle sera confrontée aussi à l'épreuve de réalité. Donc, on verra. Mais... de toute façon, je vois pas comment on s'en sort par le haut. Le déficit, aujourd'hui, le corps dit que c'est 3%. 3%, c'est pas 150 milliards. Cumulé, pardon, excusez-moi, sur 10 ans, excusez-moi, vous avez raison. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'au début de cette réforme-là, le gouvernement prenait de haut les Français en leur disant c'est une réforme de justice sociale et vous avez rien compris. Donc on va mieux vous l'expliquer. Et puis à chaque fois qu'un membre du gouvernement intervenait sur un plateau télé, la sympathie envers le mouvement de grève augmentait. Là aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est attendez, de toute manière, il y a un débat au Parlement. Donc en gros, arrêtez de faire grève. Il faut même encadrer le droit de grève. Et puis de toute manière, si vous n'êtes pas content, le gouvernement, ce sont des députés, et puis de toute manière, des sénateurs surtout qui. Et puis de toute manière, si vraiment vous en voulez pas. Vous n'avez qu'à attendre les prochaines élections présidentielles, puis vous voterez pour l'un ou l'autre. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut sortir par le haut, c'est le gouvernement retire cette réforme-là, met sur la table effectivement une vraie discussion avec les partis politiques, avec les organisations syndicales, les organisations patronales, sur qu'est-ce qu'une réforme juste. Vous êtes prêt à discuter avec tous les partis politiques? Non, je vous dis ça parce que je constate que dans ce pays, il est difficile de discuter. Les députés eux-mêmes, entre eux, n'arrivent pas à discuter. Quand vous êtes LFI, vous ne pouvez pas discuter avec RN, inversement. Et quand vous êtes écologiste, vous ne voulez pas discuter avec le gouvernement. Quand même, en France, pour discuter, pardonnez-moi, mais c'est extrêmement difficile. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. C'est ce que ressort quand même l'ensemble des délégations CGT qui ont... Donc la CGT est prête à discuter avec le Rassemblement National sur une réforme des retraites. Non, pas du tout. Moi, là, je parle pas du tout. Moi, je parle là dans le cadre des organisations syndicales, qui, oui, doit avoir un dialogue ouvert avec les organisations syndicales, les organisations patronales, pour ce qui nous concerne, nous. Après, les autres, ils font bien ce qu'ils veulent. Pour ce qui nous concerne, nous, sur qu'est-ce que vous voulez comme réforme des retraites. Et ça, l'intersyndicale, l'ensemble des organisations le disent, on a prêché dans le vent. Oui. Jean-Christophe Galen. Moi, je crois il faut, en élargissant un tout petit peu, je crois que le vrai sujet, il est autour, effectivement, on l'a dit, de ce qu'est l'emploi dans ce pays, du travail en général. Oui. Mais politiquement, c'est quand même un moment fort. C'est-à-dire, vous l'avez dit très justement, on peut gagner, mais perdre dans la durée, vous voyez, politiquement. Et je crois qu'il y a un vrai risque pour le gouvernement. Et il s'est mis dans la seringue tout seul. C'est-à-dire que
Retirer le projet, c'est perdre la face et quasiment se dire qu'est-ce que je fais ? Il me reste 4 ans à vivre. Il me reste plus qu'à dissoudre. À vivre à l'Élysée. Et à revenir faire un référendum, exactement. Donc c'est quasiment la dissolution derrière, dans les quelques mois qui viennent. Donc il y a un combat politique dans la rue qui est très réel. Hein. Et puis gagner malgré tout, imposer sa version, alors avec des choses qui seront effectivement abandonnées au passage, notamment même sur l'espèce de l'équilibre budgétaire, c'est quelque part se préparer à la rue en difficulté, se préparer là aussi à des difficultés d'autres niveaux, parce que politiquement c'est que le début du combat. Vous aurez perdu, non pas forcément pour dans 4 ans, mais déjà l'année prochaine en 2024, les européennes et ainsi de suite. Donc on est dans un contexte qui de toute manière est difficile et qui fait écho à quelque chose qui est plus large. Le projet, c'est le projet d'Emmanuel Macron, et en même temps on sent bien qu'Emmanuel Macron, si j'osais le dire de cette manière, ça le saoule ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que réellement, il s'en va, il va plus loin, il fait des cartes postales de temps en temps, mais, il a laissé les autres s'en occuper. D'apparaître comme le seul réformateur. Ouais, mais quelle réforme ? Et donc c'est d'ailleurs un peu le problème des LR. La réforme contre. Alors dans ce pays, vous l'avez dit, c'est difficile. Contre le pays. Comment on gagne politiquement dans la durée là-dessus, je suis pas certain. Et c'est pas son choix. Hein. Son choix, c'est de réformer. Certes, il a d'autres dossiers qui viennent après derrière, qui sont très importants. Donc, je sais pas. On est dans un moment particulier qui fait écho à la mobilisation ou pas la mobilisation, à la division ou pas la division. Chacun joue un peu sa partie là-dedans, et c'est devenu très politicien. Aussi. Et donc ça veut dire que on est dans un contexte qui prépare une suite qui n'est pas forcément positive, si vous voulez, pour le pays. D'ailleurs, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à l'Assemblée nationale, les débats sont plus politiciens ? Bien sûr. Hein, ce sont plus de débats politiques que des débats sur la réforme elle-même. Moi, je constate ça. Hein, depuis lundi. Mais Pardon. Oui. Non, mais on a le projet, le problème aussi qui fait que c'est compliqué de s'en sortir par le haut, c'est difficile de le dire, mais il faut le dire, c'est le projet lui-même des retraites. C'est-à-dire, c'est cette réforme-là, par rapport à la réforme systémique qui correspondait à un diagnostic sur le pays, nous sommes devenus une société d'individus, et donc il faut donner aux individus la transparence sur leurs droits et leur capacité de les utiliser librement en fonction de leur choix de vie. Et on n'a pas tous les mêmes choix de vie, on n'est pas tous en même santé à 60 ans, on n'a pas tous envie de faire la même chose, et donc c'est la liberté individuelle qu'il faut créer avec un nouveau système. Ça rentrait en écho avec une aspiration profonde de la société. Et même si c'était contesté, mais là maintenant, au moins c'était plus clair. Mais c'était contesté par des corporatismes, y compris des corporatismes du haut, comme on dit, hein, des avocats, surtout, etc. Surtout. mais en tout cas, ça répondait à une aspiration profonde dans le pays d'avoir de la transparence et de la liberté. Et là maintenant, c'est une réforme très classique. En fait, c'est la même qu'en 2010, sauf que c'est 2 ans de plus. Et c'était une réforme de statut. Qui impose des règles collectives, et ça on peut le comprendre, mais sans donner de la liberté individuelle aux gens, alors que c'est de ça dont on a besoin, et c'est de ça dont la grande majorité a envie. Et donc un projet en décalage par rapport aux besoins du pays, même si vous le passez, à la fin le sujet il reste devant vous. Sur 2019, déjà, c'était pas une lutte de corporatistes. Hein. Non, mais moi je vous le dis, nous les travailleurs précaires, c'est nous qui allions le plus morfler avec les retraites par points, en particulier les chômeurs. Mais je partage à côté de cette réforme de retraite, il y a quand même énormément d'inquiétudes. Hein, on discute avec des travailleurs, des travailleuses en situation de précarité ou non. Et la réforme sur le logement, par exemple, où les expulsions locatives vont être facilitées. La réforme de l'assurance chômage, où il y a déjà eu énormément de baisse des droits, et là aujourd'hui c'est une baisse de la durée d'indemnisation. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ce signe-là de dire sur une réforme, ça coince, c'est une évidence. Donc on arrête le tir et on repart du début et on va rediscuter sur tout un tas d'autres sujets. Ça aiderait effectivement à apaiser les tensions, parce que nous, les organisations syndicales, on a une histoire qui est de défiler derrière une banderole dans un cadre qui est collectivement défini, avec des actions qui sont déterminées collectivement. Et puis il y en a d'autres. Alors là, comme ce matin, devant le siège de Total, où quand même, on peut dire plutôt bon enfant. Hein. Mais effectivement, il y a d'autres mouvements plus spontanés, où ce sont des individus et des colères individuelles qui s'additionnent sans débat collectif. Et ça, c'est toute une forme de gestion de mouvement. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de dire, et c'est pas que oui, les organisations syndicales, entre guillemets, elles ont gagné.
elles ont porté effectivement le refus massif des travailleurs, des travailleuses de cette réforme-là. Et oui, on va la remettre à plat totalement. Et ça, je crois que ce serait quand même bon pour tout le monde, parce que sinon, c'est ce qu'on disait, c'est l'apparition peut-être de mouvements de colère. Incontrôlé, comme on dit, voilà. Incontrôlé. Et puis surtout une que vous ne contrôleriez plus, vous, syndicat. Et puis oui, enfin bon, après, il faut qu'on s'entende. Hein, les syndicats CGT, la Confédération, des fédérations, enfin, c'est quand même divers tout ça. Mais surtout sur la traduction effectivement après électorale, le vote effectivement RN, le repli sur soi, la haine, ça vient aussi de reculs sociaux qui s'additionnent les uns après les autres et qui font qu'effectivement on se divise. Bien. Merci messieurs, il est 11h56. Merci d'être venus nous voir pour débattre. Après midi, je reçois Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Beaucoup de choses. On va parler de cette réforme des retraites, évidemment. Combien de députés les Républicains la voteront, cette réforme, on va savoir. Avec Éric Ciotti. Enfin, on va savoir peut-être. Et puis, il va répondre à Aurélien Pradier, qui est vice-président exécutif des Républicains. Que dit-il à son vice-président, qui lui ne veut pas du tout voter la réforme. 11h57, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05 et nous recevons Éric Ciotti, le président des Républicains, qui ne s'est pas exprimé depuis le début de la semaine. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 12h30 sur l'antenne de Sud Radio. J'ai plein de questions à vous poser, et notamment évidemment sur la réforme des retraites, débat à l'Assemblée nationale depuis lundi. Faisons le point, 61 députés. Combien, selon vous, voteront la réforme ? Aujourd'hui, pour être clair, je pense que les 2/3 du groupe sont dans une position de soutenir une réforme nécessaire, cohérente avec ce qu'on a toujours dit et responsable par rapport à la situation du pays. Il y a une vingtaine de députés que je comprends, qui ont des interrogations, qui ont des doutes, qui se disent le moment est mal choisi. Si on en est là, c'est parce que nous payons les erreurs qui ont été faites par le pouvoir en place depuis 2017, le fait qu'on a dépensé sans compter, le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme et que donc elle est plus dure aujourd'hui, le fait que la situation des Français face à la crise sanitaire d'abord, il y a quelques mois, face à la crise énergétique, face à la crise du pouvoir d'achat, suscite beaucoup de colère et d'inquiétude, d'angoisse dans le pays. Les députés l'entendent. Donc nous portons, et j'essaie de trouver cette voie qui soit cohérente avec ce que nous avons toujours dit et fait, c'est-à-dire la nécessité de sauver le système par répartition. Je vous rappelle que le système par répartition, c'est le général de Gaulle, au lendemain de la guerre, qui l'a voulu. C'est une solidarité entre générations. Ça veut dire que tout le monde a droit à une retraite, que ceux qui travaillent aujourd'hui paient la retraite de ceux qui ont travaillé hier, qui eux-mêmes payaient la retraite de leurs parents. C'est un système qui est juste. Il faut le sauver. Aujourd'hui, il est en péril. Pourquoi ? Parce que l'évolution démographique, l'augmentation de l'espérance de vie, le vieillissement, le fait qu'on ait plus longtemps, et c'est heureux, c'est un progrès à la retraite, et le fait qu'il y ait moins d'actifs pour payer les retraites, il faut travailler un peu plus. Donc la réforme est juste. Pour vous, la réforme est juste. Je ne dirais pas qu'elle est juste telle qu'elle a été faite, elle est nécessaire. D'abord, elle est nécessaire, parce qu'autrement, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui se passera dans 5 à 10 ans ? Le niveau des retraites va s'effondrer. Et moi, je m'y refuse. Je refuse de voir le contrat de confiance passé avec nos aînés s'effondrer, ou même ceux qui vont rentrer à la retraite demain, dire qu'ils vont voir... le corps a cité un chiffre pour les années, c'est très loin, 2070, en disant que le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension de retraite par rapport au dernier salaire, serait d'à peine un tiers. Ça veut dire qu'on risque... les pensions baissent d'année en année. Voilà, elles baissent structurellement, donc je veux éviter cette baisse. Comme je veux éviter, c'est une autre solution. D'ailleurs, certains partis à gauche la proposent, c'est-à-dire on augmente les cotisations sur les retraites. Ça veut dire quoi ? Qu'on baissera les salaires et le pouvoir d'achat. Et donc, il y a une voie médiane qui est celle de dire...
on travaille un peu plus. Bien sûr, c'est douloureux, mais je pense que c'est la voie de la raison. Donc, une vingtaine de députés aujourd'hui ne voteraient pas de députés LR. Hein. Ou s'abstiendraient. Mais tout ça est émouvant. Mais tout ça est vous émouvant, vouliez va un évoluer. chiffre, je vous le donne, Alors, mais on l'a vu dans les votes à l'Assemblée. Bon, le patron des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, a déclaré ce matin, c'était sur RTL, l'avenir de la droite se joue dans ce débat. Je pense que l'on peut mourir de nos contradictions. Je vais y revenir dans un instant, juste après la pub. Éric Ciotti, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Éric Ciotti, président des Républicains. Éric Ciotti, vous avez à côté de vous un vice-président exécutif des Républicains, donc qui est à vos côtés, qui dit le contraire de vous en ce qui concerne la réforme des retraites. C'est Aurélien Pradié. Je le cite. S'il se sent vraiment de notre famille politique, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est le président du Sénat qui a déclaré ça. Que dit Aurélien Pradié? Nous refusons de soutenir une réforme qui pénalise les Français qui travaillent le plus dur. Et il ajoute, le courage politique, ce n'est pas vouloir faire du mal aux Français. Voilà ce qu'il dit. Que lui répondez-vous ce matin? Mon rôle, ma mission, elle n'est pas simple. C'est de fixer une ligne qui est la ligne de notre famille politique. Je le redis, mais pour moi ce mot est extrêmement important, en cohérence avec ce qu'a toujours dit, fait et ce qu'est la droite républicaine. La droite républicaine, c'est le parti du travail, c'est le parti du courage, c'est le parti de la responsabilité. L'état du pays, et ce que je condamne chez Emmanuel Macron, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, et de réformer, d'arrêter cette dérive qui fait qu'on a 3 000 milliards d'euros de dette, qu'on a 160 milliards d'euros de déficit budgétaire, qu'on a 164 milliards d'euros de déficit commercial, et que finalement, depuis 6 ans, on est resté impuissant. J'y rajouterai les 5 ans avec Hollande. Donc, il y a cette nécessité. Donc moi, je fixe cette ligne. Après, on n'est pas une caserne. Et puis on n'est pas, Jean-Jacques Bourdin, on n'est pas au terme du débat. Non, mais il y a fixer une ligne et être totalement en désaccord avec la ligne fixée. On verra au terme du débat. Hein, le terme mais que du lui débat. dites-vous ce matin, Aurélien Pradié? Pour l'instant, Aurélien Pradié, dans les votes que nous avons émis, n'a pas émis de vote contradictoire. Hein, je le souligne à l'Assemblée nationale. Il exprime une voix. Moi, je ne suis pas là pour faire taire telle ou telle expression. Je suis là pour fixer une ligne qui est conforme à celle sur laquelle j'ai été élu. Moi, je suis de droite. Je le disais l'autre soir dans le débat à M. Bardella. Ce qui nous différencie avec M. Bardella, c'est que moi, je suis de droite. Et je l'ai redit à certains de mes collègues. Et la droite, pour moi, ce sont des valeurs. Et au premier rang d'entre elles, c'est la responsabilité, la valeur du travail. Là où certains prônent aujourd'hui l'éloge de la paresse, quand on est droite, voilà, dire qu'il faut travailler un peu plus, c'est douloureux, ça nécessite des efforts, je le mesure, je le comprends, j'entends la colère, mais ce qui m'importe, c'est l'intérêt supérieur du pays. Alors, d'autres de mes collègues disent qu'il faut s'opposer à une réforme, à la question... Non pas à la question, mais à celui qui la pose, c'est-à-dire à Emmanuel Macron. J'entends aussi, parce qu'il y a beaucoup de motifs qui nous mettent en colère face à la politique actuelle. Mais je dis à cela, et je pense que je vais les convaincre, regardons l'intérêt supérieur du pays, ce qui est bon pour la France. Demain, on nous jugera dans 10 ans sur ceux qui ont eu le courage de la réforme ou pas. Et Aurélien Pradié, je discute avec lui. Moi, il n'y a aucune occase. J'entends toutes les voix. À un moment, on fixe un cap, une direction. On l'a fait avec Olivier Marleix. On est en phase avec nos collègues du Sénat. Et vous verrez à la sortie, on est dans les débats. On se retrouvera tous sur le chemin de la réforme nécessaire et utile pour le pays. Alors, Éric Ciotti, hier, vous vous êtes réunis avec Gérard Larcher, avec Olivier Marleix, qui est le patron des députés à l'Assemblée, avec Bruno Retailleau, qui est le patron des députés au Sénat. Vous avez évoqué, évidemment, le cas Aurélien Pradié. Pour l'instant, Aurélien Pradié maintient sa volonté de ne pas voter cette réforme. Bon, imaginons qu'il ne la vote pas. Que se passe-t-il? Qu'il vote contre. Vous rendez compte, dans votre famille politique, vous êtes président et votre vice-président vote contre. Que se passe-t-il? Mais il votera cette réforme.
Ah, voilà. Alors là, il votera. Voilà, vous l'avez dit. Il votera la réforme. C'est un défi pour moi. Oui. Que tout le monde soit dans l'esprit de cohérence. Voilà. Donc il votera la réforme. Pourquoi dites-vous cela? Que dit Aurélien Pradié? D'ailleurs, aujourd'hui, je le cite, il a donné une interview au Figaro, il dit les choses très clairement. Ce que dit Aurélien Pradié, et on peut l'entendre, avec certaines limites qui sont celles de ne pas détricoter l'esprit de la réforme pour maintenir l'équilibre, parce que si on fait une réforme pour qu'elle ne rapporte rien, bien sûr que les Français ne peuvent pas comprendre. Moi, je veux qu'il y ait une réforme pour sauver le système de retraite par répartition dans quelques années, et pour pas qu'on baisse les retraites. Aurélien Pradié dit, et ça s'entend, il ne faut pas que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, donc ce qu'on appelle les carrières longues, cotisent le plus longtemps. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était 44 ans. Les carrières longues, c'est Jacques Chirac et François Fillon dans la réforme de 2003 qu'il avait négociée avec la CFDT. C'est un principe qui atténuait la brutalité d'une forme, peut-être le caractère trop dur que certains estiment à la réforme. Aujourd'hui, nous disons tous, ceux qui ont travaillé avant 21 ans ne doivent pas cotiser plus de 43 ans. Parce que ils ont commencé tôt, quelquefois très tôt. Il y en a à 15 ans, il y en a à 16 ans, pas beaucoup, mais il y en a beaucoup à 17, 18. C'est un point qui reste en débat, puisque la Première ministre nous a rajouté une tranche, celle des 20-21, et c'est bien, c'est le succès de notre famille politique. Il y a encore ce débat. Si ce débat est réglé, nous serons tous d'accord. Mais Aurélien Pradié, pour expliquer aux auditeurs, propose un trimestre de cotisation avant 21 ans pour bénéficier du système de carrière longue. Non. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Ce n'est plus ce qu'il propose. Ah bon, là, voilà. il est revenu un peu en arrière. Il parle de l'application d'une durée maximale de cotisation à 43 ans pour tous ceux qui sont dans le cadre d'une carrière longue. C'est-à-dire la définition de la carrière longue voulue par Jacques Chirac en 2003, c'est 5 trimestres. 4 ou 5, 4 si on a commencé à travailler à la fin de l'année. Autrement, c'est 5 trimestres. Voilà, donc ça... Mais non, j'ai encore discuté avec Aurélien Pradié quasiment cette nuit. Enfin, nous étions en séance de nuit jusqu'à minuit à l'Assemblée, jusqu'au terme des débats. Vous en avez parlé. J'entends sa position. Moi, je lui dis simplement, nous sommes de droite, nous sommes cohérents, nous sommes responsables. Une réforme, elle doit aboutir à un gain aussi budgétaire. Malheureusement, je dirais, pour sauver le système, on a obtenu des avancées. Moi, vous savez, j'étais plutôt au départ sur les 65 ans. Mais d'abord, j'ai voulu qu'on soit cohérent avec le Sénat, qui avait proposé chaque année un amendement à 64. J'ai mesuré aussi qu'il ne fallait pas que cette réforme soit trop brutale d'un coup. Pourquoi on en est là? Parce que depuis 2017, je le redis, mais c'est essentiel, on n'a rien fait. Donc on arrive, M. Macron arrive au pied du mur, et la pente pour sauter ce mur que subissent les Français, elle est plus raide. Donc moi j'ai voulu atténuer cette brutalité. Comment? On est passé de 65 à 64. On a pris en compte aussi, c'était pour nous essentiel, le fait qu'on revalorise les petites retraites, parce qu'il y a des Français qui ont des retraites indignes. Ça a été fait, 1200 € brut, c'est un pas important, on le doit aux Républicains. Nous avons fait une chose aussi importante, c'est de dire qu'il n'y aura pas de hold-up, tel que le gouvernement le prévoyait, sur les fonds de réserve des régimes complémentaires. Les régimes complémentaires Agirc-Arrco, ils sont très bien gérés. D'ailleurs, c'est un exemple pour l'État, parce que ce sont les partenaires sociaux, qui gèrent. Le MEDEF, les syndicats qui gèrent, ils ajustent. Il y a 70 milliards d'euros d'excédent. Donc ça veut dire que ça marche. Et l'État voulait faire un petit prélèvement, ou même un gros, là-dessus. On l'a empêché. On a une clause de revoyure, en 2027. On dit aussi, en 2027. Donc, on a eu ces avancées. Il reste des points sur les femmes, notamment, sur la carrière des mères, plutôt que les femmes. Les femmes, bien sûr, mais les mères de famille aussi. Si les amendements sont discutés, parce que là, ça dépend du calendrier, bon, évidemment. Éric Ciotti, 2 mots d'ailleurs, mais je voudrais encore, parce que je suis assez têtu, vous le savez, vous me connaissez bien, Aurélien Pradié. C'est une vertu aussi. Aurélien, vous dites, c'est une vertu, Éric Ciotti, vous dites... Tenace, on va dire. Tenace, il votera la réforme. Donc vous
affirmé ce matin sur Sud Radio, il votera la réforme. C'est ce qu'il vous a dit lorsque cette nuit à l'Assemblée, lorsque vous discutiez dans les couloirs ou je ne sais trop où. Jean-Jacques Bourdin, c'est une conviction. Voilà. Ah d'accord. C'est une conviction. Pas lui qui vous a dit je voterai la réforme. C'est une conviction parce qu'on va y arriver. Est-ce qu'il vous a dit je voterai la réforme? C'est mon travail. Vous l'a-t-il dit? Aurélien Pradier m'a dit que si ce que nous demandons ensemble depuis le début, sur les carrières longues, pas qu'Aurélien Pradier qui le demande. Non, mais je sais, mais il est la tête d'affiche d'un petit groupe. Je l'ai demandé. Qui le suit? On l'a validé. Tout le groupe LR à l'Assemblée nationale. On a signé un amendement ensemble, tous. Je suis co-signataire de cet amendement. Olivier Marleix est co-signataire de cet amendement. Aurélien Pradier est co-signataire de cet amendement. Donc il ne peut pas se déjuger. C'est la position de notre groupe. Si nous obtenons satisfaction sur ce point, je vous dis... Je suis convaincu qu'il votera. Cette retraite, c'est mon travail. Alors quoi? Il essaie de se faire connaître mais il défend des convictions disons franchement, vous savez qu'on se parle franchement, et toutes sont respectables. Voilà. Dans la vie politique, il pense à la présidence de la République dans la vie politique, en 2027. Dans la vie politique, qui ne veut pas se faire connaître? C'est pas moi qui voilà. Celui qui prétendrait le contraire serait habité par une forme d'hypocrisie. Voilà. Bon, il veut exister quoi. Il défend des convictions. Il y a des points sur lesquels, moi, je lui ai dit, j'ai dit attention, il y a des lignes aussi. Et pour moi, il y a des lignes très claires. On est dans une famille de droite. Et la droite, c'est pas la gauche. Alors, mais non. On peut avoir une fibre sociale, d'autres l'ont eu, rappelons-nous ce qu'avait porté Jacques Chirac sur tel ou tel sujet. Bien sûr. La droite, elle doit être de droite. Voilà. Alors Éric Ciotti, est-ce que vous craignez, je change un peu, je vais quitter Aurélien Pradier, il va pas nous occuper toute la matinée, il vous occupe beaucoup la nuit, apparemment, mais bon, non, un mot sur la suite maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un blocage du pays et est-ce que la situation aujourd'hui vous inquiète? Je vous pose franchement la question. La situation, bien sûr, m'inquiète parce que je sens de la tension dans le pays. Oui. Je sens la colère. J'ai rappelé tout à l'heure tous les facteurs d'inquiétude. Quand on voit des petits commerçants, des boulangers qui sont obligés de fermer parce qu'il y a une explosion de leurs tarifs d'électricité. Vous croyez à une radicalisation? Je l'espère pas. Et je l'espère pas. C'est pour ça que toutes les voix et je regrette que le gouvernement... Contrairement à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2010, n'est pas maintenu. Il y avait des oppositions en 2010, il y avait du monde dans la rue. Mais il y avait toujours un dialogue. Moi, quand j'ai reçu les syndicats, j'ai rencontré Laurent Berger, j'ai rencontré le patron de la CFE-CGC, François Omril, comme j'ai rencontré aussi les responsables, Geoffroy Roux de Bézieux ou Monsieur Asselin de la CPME. Mais en tout cas, les syndicats me disent, en 2010, on était opposés aussi à la réforme courageuse du président Sarkozy, de François Fillon, mais on discutait. Et là, j'ai l'impression que tout dialogue... Vous demandez au gouvernement de prendre langue avec les... en tout cas, de réunir, je sais pas moi, de réunir une conférence aujourd'hui avec le patronat et les syndicats? Moi, quand on n'est pas d'accord, c'est jamais inutile de discuter. Vous évoquez nos différends, beaucoup plus modestes, mais dans notre famille politique. Il faut toujours discuter, il faut aller au bout, et après il faut trancher. Moi, je souhaite, je le dis, que la réforme ait lieu. Parce qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas céder sur certains principes, parce qu'autrement, si on cède, on n'a plus de retraite par répartition. Alors, Éric Ciotti, j'ai une dernière... on va s'amuser un peu pour terminer. Ce matin, nous avions Jordan Bardella. C'est Patrick Roger qui recevait Jordan Bardella. Et il a parlé de vous. Écoutons. On peut mettre ce texte en échec si les oppositions se rassemblent. Or, comme la NUPES ne veut pas voter avec le Rassemblement National parce qu'ils ce sont des gens sectaires, évidemment que ça arrange et ça avantage le gouvernement. Sans compter que de l'autre côté, on a la voiture balai du gouvernement avec les LR et probablement Monsieur Ciotti qui rêve d'être secrétaire d'État de Monsieur Attal, lui carrément, il va à Matignon pour dire on va voter le texte. Ciotti rêve d'être dans le gouvernement et d'être avec... Ils veulent tous être mis. Attendez, Eric vous répondra parce qu'il sera invité de Jean-Jacques Bourdin ce midi. Alors,
Vous savez, M. Bardella m'a dit la même chose. J'ai débattu avec lui l'autre soir sur le plateau de France 2. Oui. Et je lui ai dit une chose très simple. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis de droite. Moi, je n'ai pas je n'ai pas déposé un amendement qui propose de maintenir le régime spécial de la RATP. Il y a 2 amendements à l'Assemblée nationale. Il y en a un du groupe du Rassemblement national pour dire il faut maintenir le régime spécial de la RATP, c'est-à-dire que le chauffeur de bus parisien, il part 10 ans plus tôt que le chauffeur de bus niçois, ou lyonnais ou marseillais. Il y en a un autre qui est déposé par M. Ruffin et tous les insoumis. Eh bien, moi, quand je vois l'irresponsabilité de ce projet, c'est quoi le projet du Rassemblement national sur les retraites? Il coûte, je crois, 37 milliards d'euros et celui des insoumis, 60. Ce n'est pas responsable. Moi, je suis pour dire la vérité, je suis pour le courage, pas pour la démagogie permanente. Bien sûr que c'est plus facile de dire aux Français, vous travaillez moins, vous partez à 60 ans. La retraite à 60 ans, elle a coûté 2000 milliards d'euros au pays. On aurait quasiment 2 tiers de dette en moins aujourd'hui. Voilà. Merci. Mais il faut dire la vérité, il faut être courageux. C'est pas le lot de tout le monde. Merci Éric Ciotti d'être venu nous voir sur Sud Radio ce matin. Il est 12h28. André Mercou.